Vous écoutez Interpol, la double vie d'Albert Walker, deuxième partie. Au large du comté de Devon, en Angleterre, un corps sans identité est retrouvé dans la mer. Les services de police sont parvenus à l'identifier grâce à son dossier dentaire. Son nom est Neil Barrett. Mais l'affaire est bien plus complexe qu'elle ne le paraît. Les enquêteurs découvrent qu'un autre homme a usurpé l'identité de Neil Barrett. L'inspecteur Peter Redmond a même rencontré l'imposteur. Celui-ci s'est présenté sous le nom de Steve Russell. La police ne tarde pas à apprendre que Steve Russell vit avec sa jeune épouse et 2 enfants. De l'autre côté de l'Atlantique, les services de police canadiens ignorent tout de l'affaire Steve Russell en Angleterre. Mais au cours de leur enquête sur Albert Walker, ils relèvent un nom qui, par la suite, fera le lien entre les 2 affaires. Parmi les clients d'Albert Walker se trouve un homme du nom de Steve Russell. Il a expliqué à la police qu'il avait pris contact avec Albert Walker pour solliciter un prêt. Monsieur Walker lui aurait répondu qu'il allait arranger cela. Bill Schiller, journaliste pour le Toronto Star. Mais pour cela, il avait besoin d'un extrait de naissance. Or, tout bon criminel armé de ce type de document peut facilement se fabriquer une fausse identité. Il avait besoin d'une nouvelle pièce d'identité et il l'a usurpée. Il s'est très bien débrouillé sur 2 points importants. Il s'est déplacé en permanence sous différentes identités. Et il avait les papiers, les documents officiels nécessaires pour être crédible. Sous l'identité de Steve Russell, Albert Walker commence une nouvelle vie en Grande-Bretagne. Puis, craignant que les autorités canadiennes ne le retrouvent, il prend une nouvelle identité, celle de Neil Barrett. Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons fouillé la maison. Inspecteur Ian Cleenahan. Nous avons passé toutes les factures au crible, gaz, électricité, eau, et nous avons découvert que tous ces services étaient enregistrés sous le nom de Neil Barrett. Les services de police découvrent également que les actes de naissance des enfants portent aussi le nom de Barrett. Or, le véritable Neil Barrett se trouve actuellement à la morgue du comté de Devon et n'a ni femme ni enfant. Mais les enquêteurs retrouvent une ex-petite amie du nom de Melinda. L'inspecteur Cleenahan lui rend visite. Melinda travaille pour l'homme qui se fait appeler Steve Russell. Elle parcourt le continent pour son compte, à la recherche d'antiquités et de meubles anciens. Mais ce n'est pas tout. Steve Russell l'a également chargé de faire passer de grosses sommes d'argent en Europe et de les déposer dans différentes banques, en Suisse notamment. Melinda présente son ami Neil à son patron. Elle explique à Steve Russell que son petit ami Neil Barrett a un grand rêve, celui de s'installer au Canada. Steve Russell fait alors de Melinda et de Neil Barrett ses associés. Pour remplir les formalités d'émigration, il leur demande leur pièce d'identité ainsi qu'un extrait de naissance. Ils n'ont aucune raison de se méfier de Russell. Après tout, celui-ci se montre extrêmement généreux. Cette année-là, ils se sont rendus chez Steve Russell pour fêter Noël. Et celui-ci leur a donné 2 allées simples pour le Canada. Ce qu'ils ignorent, c'est que Russell doit éloigner Barrett d'Angleterre pour une raison bien précise. Il a besoin de son identité. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.
Neil et Melinda se séparent et Melinda rentre en Grande-Bretagne. Assez rapidement, Steve Russell reçoit une lettre de Neil Barrett. Celui-ci a aussi décidé de rentrer en Angleterre. Or, deux Neil Barrett ne peuvent vivre à proximité. Les problèmes ont commencé quand Neil Barrett a décidé de rentrer en Angleterre, car cela faisait deux Neil Barrett au même endroit. Ian Clanahan pense que cela peut constituer un mobile de meurtre. Nous avons alors décidé d'arrêter Steve Russell et son épouse Diane Russell sur présomption du meurtre de Neil Barrett. Selon les voisins, Steve Russell et sa famille sont en voyage. Mais l'inspecteur Peter Redmond décide de passer chez eux pour en avoir le cœur net. À sa grande surprise, il trouve une voiture garée dans l'allée. Mais l'inspecteur est venu seul. J'ai téléphoné et j'ai garé la voiture. Je ne voulais pas quitter les lieux au cas où il tenterait de fuir. Alors mes collègues m'ont laissé entendre qu'on ne connaissait pas vraiment Steve Russell. Après tout, il était recherché pour meurtre et pouvait être armé. En Grande-Bretagne, les services de police ne portent pratiquement jamais d'armes à feu. Et les interventions armées doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale. L'inspecteur Redmond reçoit la consigne d'attendre l'arrivée de renforts armés. Et tandis que les services de police organisent la descente, un taxi vient se garer devant la maison. Et l'homme, connu sous le nom de Steve Russell, monte dans le véhicule. Seul ou pas seul, l'inspecteur Redmond refuse de laisser le suspect lui filer entre les mains. J'ai décidé de le suivre et de l'arrêter. Redmond est seul et sans armes. Tout ce qu'il peut faire, c'est suivre le taxi et espérer que les renforts arriveront à temps. J'ai appelé pour expliquer que je suivais un taxi et que le suspect se trouvait dedans. Alors, ils ont frénétiquement tenté de joindre le véhicule d'intervention armée qui se trouvait loin derrière moi pour lui dire de nous rattraper. Et l'équipe d'intervention armée a fini par rattraper et arrêter le véhicule à quelques kilomètres de la maison. Les policiers sont sur leur garde. Ils savent que Steve Russell se trouve dans une situation désespérée. Il peut être prêt à tout. Je me suis dirigé vers lui et il m'a tout de suite reconnu. Inspecteur Redmond, police du Yorkshire. Qu'y a-t-il? Nous vous arrêtons pour le meurtre de Neil Barrett. C'était aussi facile que ça. Il s'est laissé faire. Il a mis les mains dans le dos pour que nous lui passions les menottes et l'équipe d'intervention l'a emmené dans sa voiture. Au domicile de Russell, l'inspecteur Redmond et ses coéquipiers trouvent le reste de sa famille. Son épouse Diane et ses deux enfants. Ils emmènent Diane pour l'interroger. Elle avait l'air surprise, mais elle est restée très calme. Elle n'a pas paniqué. Elle nous a demandé « Et mes enfants ?» Et tandis qu'elle prenait ses affaires et celles de ses enfants, l'officier de police qui l'accompagnait a remarqué le sac qu'elle avait préparé pour la plus âgée. Elle lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Et lorsqu'elle a ouvert le sac, elle a découvert plusieurs lingots d'or et des liasses de billets. Tout ce dont un enfant de 3 ans a besoin pour la nuit. L'homme qui se trouve au centre de l'affaire se montre peu coopératif. Il est très difficile de se faire une opinion sur une personne qui répond sans commentaire à toutes vos questions.
Il m'est apparu comme quelqu'un de très calme, très calculateur, très sûr de lui. La police interroge Diane Russell séparément. Elle a répondu à toutes nos questions. Elle nous a dit que Steve Russell était un homme d'affaires très riche et qu'il avait dû fuir les États-Unis pour que son épouse, dont il était maintenant séparé, ne touche pas la moitié de ses gains. C'était la raison pour laquelle il s'était installé en Grande-Bretagne. Lorsqu'un suspect est arrêté à l'étranger, ses empreintes digitales sont envoyées à Interpol pour que l'organisation vérifie si le suspect est déjà recherché à l'étranger. En l'occurrence, Interpol retrouve les empreintes de Russell dans sa base de données. Mais le propriétaire de ces empreintes ne s'appelle pas Steve Russell. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'ils ont mis le doigt sur une affaire qui traîne depuis plusieurs années et s'apprêtent à découvrir la véritable identité de leur mystérieux suspect. En l'espace de quelques heures, Interpol nous a informé que Steve Russell n'était pas réellement Steve Russell, mais Albert Johnson Walker, Inspecteur Ian Cleenahan. Un homme figurant parmi les criminels les plus recherchés par Interpol. Grâce à Interpol, la police britannique découvre que l'homme qu'elle soupçonne de meurtre est également recherché au Canada pour fraude et blanchiment d'argent. En Grande-Bretagne, les enquêteurs sont déterminés à résoudre l'affaire de meurtre. Ils fouillent le domicile de Walker, alias Russell. À ce stade, nous n'avions toujours pas de faits concrets. Et nous nous efforcions encore de prouver que M. Barrett avait été assassiné. Les enquêteurs trouvent d'autres liasses de billets et lingots d'or. Ils découvrent différents documents, tels que le contrat de location d'un garde-meuble. Ils fouillent le garde-meuble et parmi les objets qui y sont engrangés, ils découvrent un GPS utilisé pour la navigation en mer. Le suspect possède un bateau acheté sous le nom de Barrett et amarré dans le comté de Devon. Les services de police saisissent le bateau et procèdent à une perquisition. À bord, ils trouvent un sac rempli de reçus de cartes de crédit. L'un d'entre eux provient d'un magasin de matériel nautique. La carte de crédit a également été souscrite sous le nom de Neil Barrett. Les services de police interrogent le propriétaire du magasin de matériel nautique. Celui-ci leur indique que le reçu de carte de crédit correspond à l'achat d'une encre. Il se souvient que le client a insisté pour acheter un type d'encre bien précis, alors même qu'il était trop petit pour son bateau. Le propriétaire du magasin décrit le client et son signalement correspond à l'homme connu par les services de police sous le nom de Steve Russell. Mais où se trouve l'encre ? L'inspecteur Cleenahan interroge une nouvelle fois le pêcheur qui a découvert le corps du vrai Neil Barrett. Il nous a dit qu'une encre avait effectivement été remontée avec le corps de M. Barrett. Le pêcheur avait oublié de mentionner ce détail. À la vue du corps, il avait fait abstraction du reste. Ian Cleenahan sait que cette information constitue un indice de première importance. L'encre a en effet pu servir à lester le corps de Neil Barrett. Le médecin légiste, Guyan Fernando, a congelé le corps de Neil Barrett. Ainsi, lorsqu'on apporte l'encre à la morgue, il est en mesure de réexaminer le corps à la lumière de ce nouvel élément. Le diagnostic est le suivant. Les contusions trouvées à la cuisse et à la hanche proviennent de l'encre. Le docteur Fernando en conclut qu'elle a été utilisée pour faire couler le corps. La police et moi avons tout de suite pensé que l'encre avait été attachée à la ceinture du défunt. Le docteur Fernando pense que l'encre s'est détachée du corps au moment où celui-ci a été pris dans le filet du chalutier. Nous avons alors examiné la ceinture. Et celle-ci présentait des traces très nettes de torsion à l'endroit où l'encre était supposée avoir été attachée. La ceinture et l'encre sont envoyées au laboratoire de criminalistique. L'encre est revêtue de zinc.
Or, les experts trouvent des traces de zinc sur la ceinture. Cette découverte constitue la preuve nécessaire pour reclasser l'affaire en meurtre. La police pense que Neil Barrett a été assommé sur le bateau, puis lesté avec l'ancre et enfin jeté par-dessus bord. Le puzzle commence à prendre forme. C'est Albert Walker qui a acheté l'ancre. À présent, les enquêteurs doivent prouver qu'il s'est bien rendu sur les lieux du crime. C'est le GPS retrouvé dans le garde-meuble qui fournira l'ultime clé de l'énigme. Les enquêteurs l'envoient au fabricant pour déterminer où le GPS a récemment voyagé. C'était très intéressant, car l'examen a révélé que le GPS se trouvait en mer le 21 juillet à 21h, à environ 9 km au large de Tengmos, c'est-à-dire grosso modo à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Ces données sont cohérentes avec la date relevée sur la montre du corps, le 22 juillet. Une Rolex peut en effet fonctionner 44 heures sans être remontée. Albert Walker est à présent accusé de meurtre et son ex-épouse, Barbara, va enfin retrouver sa fille après plusieurs années d'attente. À Brantford, au Canada, Barbara Walker n'a pas vu sa fille depuis 6 ans, date à laquelle son ex-époux a disparu. Elle reçoit enfin l'appel qu'elle a tant attendu. Mes jambes se sont mises à flageoler. C'était incroyable. On m'a dit qu'on avait retrouvé ma fille, qu'elle allait bien. Après toutes ces années d'attente, c'était inespéré. Les autorités britanniques ont rapidement compris que la femme qui se fait passer pour l'épouse de Russell est en réalité sa fille. Il n'est pas rare de voir un homme d'âge mûr avec une femme plus jeune, mais quand on y regardait de plus près, ils se ressemblaient. Et c'est ce qui a éveillé nos soupçons. C'est une situation particulièrement délicate parce qu'il s'agissait d'un père et d'une fille. Et dans cette équation, le concept de libre arbitre est quelque peu biaisé. En l'occurrence, la fille était une victime. Sa fille avait 15 ans lorsqu'il est parti avec elle. Albert Walker était un très grand manipulateur. Il a manipulé un grand nombre de personnes sur son parcours et a détruit leur vie. Peu importe qu'il s'agisse d'amis ou de famille, il s'en fichait. Beaucoup d'hypothèses ont été émises sur la paternité des 2 enfants trouvés chez Albert Walker. Mais cette énigme reste sans réponse. Les services sociaux britanniques organisent et suivent la première rencontre entre Barbara et sa fille. J'étais très anxieuse, mais ça s'est bien passé. C'est une sensation étrange que de retrouver quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis 6 ans. Nous avons dû réapprendre à nous connaître. Lorsque le sort a été rompu, lorsqu'elle a coupé tout contact avec son père, elle a été capable de sortir de son silence et de raconter ce qui était vraiment arrivé. Il nous a alors semblé évident qu'elle n'était pas coupable, mais victime dans l'affaire. Amanda Walker accepte alors de témoigner contre son père. Albert Walker va enfin comparaître pour le meurtre de Neil Barrett. C'était presque le meurtre parfait. Bill Schiller, journaliste pour le Toronto Star. Et il aurait pratiquement pu s'en sortir. C'est la Rolex, trouvée sur le corps de Neil Barrett, qui, en permettant d'identifier le corps, a confondu Albert Walker et fait basculer l'enquête. Il aurait suffi qu'il enlève la montre et qu'il la jette à une 50aine de mètres, qu'il la sépare du corps, pour être un homme libre aujourd'hui. Et sans Interpol, l'identité de l'assassin serait restée inconnue.
Ce sont les empreintes digitales qui ont été l'élément décisif. Si elles n'avaient pas permis de l'identifier comme étant Albert Walker, nous n'aurions jamais pu savoir qui il était. Heureusement, Interpol a fini par rassembler les pièces du puzzle et les a envoyées au Royaume-Uni, ce qui a permis aux enquêteurs de savoir à qui ils avaient affaire. Albert Walker est condamné à perpétuité pour meurtre. Mais sa comparution devant la justice n'a pas semblé lui restituer son humilité. On l'a emmené dans le panier à salade, et lorsque le gardien de prison a mentionné mon nom devant lui, il s'est exclamé « Ah oui, je le connais ». Inspecteur Ian Clinahan. Un grand type de Liverpool, pas très futé. Mais j'ai été plus futé que lui cette fois-ci. Albert Walker purge sa peine à perpétuité en Grande-Bretagne. Il fait toujours l'objet de 37 poursuites pour fraude au Canada. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Tom Naughton, Paul Sauer et Michael Eldridge. Il a été réalisé par Joe Wisha. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.